Muriel Pénicaud était à Basse-Terre ce matin. Elle s'est venue délivrer un message flatteur pour la Guadeloupe sans engagement réel pour le développement de l'emploi. Demain, elle s'envolera pour Saint-Martin. Les visites ministérielles se suivent et se ressemblent. Décidément, les rats ne nous laissent pas de répit. L'école Saturnin Jazor a dû être fermée à Gosier à 2 reprises cette semaine. La municipalité du Gosier est attentive. Elle ne veut courir aucun risque. Le reportage d'ATV est à venir. À Carulis, c'est un gros succès pour le dialogue de sourds. Les négociations n'ont rien donné. Les parties n'ont même pas la même notion sur les heures de travail effectuées par le personnel. Le blocage demeure complet avec ses conséquences. Les réseaux sociaux recèlent-ils des dangers susceptibles de nuire à la jeunesse? Le lycée professionnel Louis Delgrès de Port-Louis s'est posé la question. Au cours d'un séminaire organisé par la vie scolaire, les élèves ont pu débattre de ce problème sérieux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 15 décembre 2017. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a passé la matinée à Basse-Terre pour présider le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Rien de bien saillant n'est sorti de cette réunion, à part un discours volontariste sur notre capacité en Guadeloupe à bien faire. Voici le reportage de Linda Kayarsi. Formation, emploi, orientation professionnelle. Après plus d'une heure d'échange sur ces thématiques, la ministre du Travail fait tout d'abord un constat positif. Je retiens 3 choses. Premièrement, c'est qu'il y a vraiment du potentiel. On a vu les métiers en tension, mais aussi les filières d'avenir. La deuxième chose que je retiens, c'est la dynamique d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation qui se passe et beaucoup d'envie d'innover. Simplifier aussi un certain nombre de procédures qui empêchent d'innover. Donc on va regarder ça ensemble. Mais j'attends aussi que la Guadeloupe soit aussi une force de proposition d'innovation. Et là, la troisième chose, c'est qu'il y a une excellente énergie coopérative. La région, le département, les services de l'État, les acteurs économiques sociaux. Enfin, franchement, j'ai senti tout le monde sur le pont. Malgré toutes ces actions qui mobilisent et mutualisent les efforts pour réduire le chômage, notamment. Aussi beaucoup de difficultés dans l'insertion professionnelle des handicapés, donc il y a beaucoup à faire. Et j'ai fait 2 propositions. Nous avons envie d'avancer ensemble. La première, c'est de prendre le défi ensemble de doubler l'apprentissage d'ici 5 ans en Guadeloupe, car seulement 700 jeunes aujourd'hui bénéficient de l'apprentissage. Or, 7 sur 10 après ont un emploi. Et vraiment pouvoir avoir un métier, une passion, une qualification, c'est ce qui permet d'avoir un emploi durable. Et le deuxième, la proposition que j'ai faite, c'est dans le cadre du grand plan d'investissement compétences qu'on va lancer dans France entière, que la Guadeloupe puisse être une des premières régions pour signer avec l'État dans ce domaine. Pour le président de région, le défi de 2018 sera de mettre en place un pilotage entre les différentes structures qui participent à la réception, l'accompagnement et la formation des publics, en tenant compte de la typologie et des spécificités de chacun. La première région à avoir mené à bien cette opération de 500 000 formations, nous avons dépassé le taux qu'on nous avait donné et que nous souhaiterions l'an prochain, en 2018, aller encore plus loin, intensifier ces formations, diversifier ces formations en fonction des métiers qui nous manquent en Guadeloupe, avec les socio-professionnels, avec le MEDEF, la CPE, l'MPI, que nous avons signé des conventions pour permettre à chaque Guadeloupéen qui se retrouve au chômage de trouver un emploi. Une collectivité régionale aux côtés de l'État, pleinement mobilisée pour l'emploi et la formation. La liste des écoles infestées par les rats ne cesse de s'allonger. Cette semaine, outre l'école de Bois-Ripaud, c'est l'établissement Saturnin Jazor à Gosier qui a dû fermer ses portes à 2 reprises cette semaine, de crainte que ces rongeurs ne transmettent des maladies aux enfants. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsen et de Moïse Dexter. Après la fermeture de l'école suite à la présence de rongeurs dans l'établissement, la municipalité a fait appel à un spécialiste en désinfection. J'ai été appelé par la mairie du Gosier pour effectuer une désinfection de l'école parce qu'ils ont trouvé des crottes de rats. Donc il faut prendre des précautions pour que nos petits génies soient protégés. Donc on doit intervenir, nettoyer toutes les tables, les chaises, tout ce qui est un contact manuel par exemple parce qu'ils bougent et ils touchent tout, donc tout nettoyer de manière à ce qu'ils ne soient pas atteints de les taux
leptospirose et de toutes les bactéries que transportent les rats. Vecteur de maladie, le rat peut en effet transmettre à l'humain certaines bactéries qui inquiètent les parents, mais des traitements existent en cas d'infection. La leptospirose, c'est une maladie bactérienne, transmission par les rongeurs, essentiellement les rats. Il y a 300 cas à peu près en France par an. Alors quand on est infecté, on a des signes cliniques qui apparaissent quelques jours après la contamination, 4 à 15 jours après la contamination. Il peut avoir un syndrome grippal, des yeux rouges, consulter un médecin, faire une prise de sang. Et si c'est positif, il y aura un traitement soit avec ou sans hospitalisation, avec antibiotiques. Il y a des traitements qui existent. Des rats dans la rue, d'accord, mais à l'école, non. Non. Les enfants peuvent se faire mordre, ils ne sont pas vaccinés, on ne sait pas si les rats ils ont la rage. Non, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est très compliqué, je dirais même. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que les rats, ça apporte des maladies, surtout pour nos enfants. On les envoie à l'école. Alors j'espère qu'ils font tout le nécessaire pour pouvoir éradiquer ce problème. L'école devrait rouvrir ses portes lundi, a précisé la municipalité, qui rappelle par ailleurs que la précédente dératisation a eu lieu en octobre dernier. Une enquête est en cours pour identifier l'origine des rongeurs, compte tenu de l'environnement proche de cet établissement scolaire. L'expression dialogue de sourds trouve tout son sens dans le conflit qui oppose l'UGTG à la direction de l'entreprise Carulis. Les deux parties ne sont même pas d'accord sur la notion d'heures travaillées. C'est cette logique d'affrontement, de conflit qui a conduit à l'échec des négociations de ce matin. Le reportage d'Yvan Lemar pour ATV Guadeloupe. Les parties avaient rendez-vous à 9h30 à l'inspection du travail pour de nouvelles négociations. Après 3 heures de discussion, aucune réelle avancée. Nous commençons par aborder les rappels de salaire en contrepartie obligatoire au repos. Et nous partis sur base d'éléments à l'entreprise là, fiche de paye à l'entreprise là. Fiche de paye à l'entreprise là qui a démontré qu'elle n'est pas douée. Mais nous avons dit fiche de paye là qui a établi un nombre d'heures de travail qui est différent de ça au fait, effectivement, ou pas doué. Mais nous avons parti si ça au fait effectivement et non ça il dit qu'elle au fait. Selon la direction, il reste à établir les modalités de calcul de la compensation obligatoire de repos, point sur lequel il n'y a aucun problème de son côté. Nous pouvons tomber d'accord si comme elle est, on chauffe café à deux journées de travail. Et c'est à partir du moment que nous sommes d'accord pour déterminer comment l'air café, à qui a commencé le travail, à qui a fini le travail. Malheureusement, nous pas ni ces éléments à ça parce que l'entreprise a dit nous pas les mêmes éléments. Parce que pour on chauffeur qui a commencé à 5h, on chauffeur qui a dit commencé à 4h30. Pour on chauffeur qui a fini à midi et demi, on chauffeur qui a dit qu'il a fini à 1h30. Et malheureusement, comme la loi a obligé de faire, il n'a pas fait. C'est-à-dire décompter comme elle est, on a fait chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Et mettre avec la fiche de paye à chaque salarié, décompte là ça. Pourquoi il n'a pas fait? C'est certainement parce qu'il ne peut pas mettre les moyens pour décompter. Les deux parties doivent se rencontrer demain à 14h pour de nouvelles négociations. Le lycée Louis Delgrès-Saumur a organisé ce matin un séminaire sur le danger des réseaux sociaux. Il s'agissait pour les organisateurs, les élèves même de la vie scolaire, de faire prendre conscience aux jeunes qu'en allant sur les réseaux sociaux, ils encourent un certain nombre de risques. Danger pour eux-mêmes, mais ils ont aussi les risques de commettre des infractions. Compte rendu de ce séminaire, Anne-Elisabeth Hartsen, Maurice Dexter. De plus en plus présent dans nos vies, et pourtant, il ne serait pas sans danger pour une jeunesse de plus en plus adepte. Ce séminaire est justement l'occasion de faire le point sur les réseaux sociaux et leurs conséquences sur la vie lycéenne. On se dit, est-ce que les réseaux sociaux contrôlent nos vies maintenant? C'est pour ça que j'ai fait ce séminaire avec les élèves, pour un peu en parler avec M. Otto, pour faire la prévention sur ces réseaux sociaux et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce genre de choses. On leur apporte un autre regard qui est un regard plus physiologique, puisqu'on sait aujourd'hui, et ça va être ça la thématique qui va être débattue tout à l'heure, que le côté chronophage des nouvelles technologies fait qu'aujourd'hui c'est une source d'échecs scolaires. Et en fait, on va partir de leur vécu. Et lorsqu'on revient sur les conséquences, ils se rendent bien compte qu'ils sont acteurs et qu'ils ne maîtrisent pas du tout l'outil. Amadou fait partie de ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Pour lui, ce séminaire est une bonne initiative. Tout ce que les jeunes font en ce moment, c'est parmi moi aussi, c'est mal. Il y a des choses qu'on n'a pas. On n'a pas la mentalité à ce qu'on fait en fait. Donc je pense qu'on réagit sans réfléchir et on ne prend pas les conséquences que ça peut agir sur les personnes, sur les consommateurs, etc. Il y a plusieurs dangers, ça peut venir par le suicide d'une personne, la mort d'une personne, ça peut changer toute la vie d'une personne.
le regard sur la vision des gens aussi. Ce séminaire a donc permis à ces jeunes d'échanger et de partager leur expérience, mais surtout d'apprendre à mieux connaître les risques de ces réseaux sociaux qu'ils utilisent au quotidien. Dès le mois prochain, une série de petits séminaires sera alors organisée dans ce lycée afin de continuer la sensibilisation sur ce thème. À la Martinique, les voleurs et les bandits ne désarment pas à l'approche des fêtes. Il n'y a pas de trêve des confiseurs chez eux. En tout cas, les gendarmes ont pris leurs précautions en multipliant les patrouilles auprès des centres commerciaux pour empêcher à ces personnes de nuire. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Dans ce petit centre commercial, on trouve principalement des magasins de prêt-à-porter très prisés en période de fête. Peu de vols sont recensés chaque année ici, mais les patrouilles de gendarmes s'enchaînent. Un bon moyen de dissuasion, selon le gérant de cette boutique. J'ai vu beaucoup de gendarmes circuler, notamment de patrouilles sur la zone du centre commercial. Et effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de tentations puisque les magasins sont effectivement bien achalandés et il faut redoubler de vigilance pour éviter justement tout problème. On est un petit peu à l'écoute et à l'affût de ce qui pourrait se passer. On entend un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche, donc on ne veut pas être pris au dépourvu et dans ce sens-là, on essaye de faire attention. Christiane, elle, tient la boutique de chaussures d'à côté depuis 10 ans. Elle est moyennement convaincue par la présence renforcée des gendarmes. On les voit venir, ils sont peut-être 3, ils sont peut-être 4 et ils font un tour au stade où je suis là, où je suis positionnée, hein, je les vois et de manière, oui, je ne peux pas insister sur le fait que ce soit très régulier. Et quand ils sont là, c'est très bien. S'ils ne sont pas là au moment où il se passe quelque chose, bon, c'est à ce moment-là qu'on verra que leur présence est manquante, quoi, je veux dire. À quelques pas de là, dans ce magasin de vêtements, mieux vaut prévenir que guérir. Le système de sécurité est renforcé. Nous avons toujours le vigile qui est là donc, la journée. Et moi, par exemple, je sais que dans cette boutique, nous avons 2 boutiques, une à l'étage et une autre sous-sol. Donc, il y a les caméras dans les 2 boutiques. Je sais qu'éventuellement, je serai toujours surveillée. On est toujours en contact, on se regarde, tout ça. Enfin, moi, j'ai aucune crainte. C'est toujours rassurant de savoir qu'ils passent, hein, parce que, bon, comme je vous dis, nous ne sommes pas à l'abri d'un vol. Hein. Forcément, si on voit la gendarmerie, la police, tout ça, on se rassurer. Les patrouilles renforcées devraient se poursuivre jusqu'en janvier. Depuis le début du mois, une vingtaine de gendarmes et réservistes scrutent les abords des principaux centres commerciaux. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, nous ferons connaissance avec le nom de celles et ceux qui ont été récompensés au trophée de l'innovation. Nous partirons pour la Guyane où nous sera racontée l'opération Débarrasse ton quartier de ses ordures. Comme chaque année, l'opération Innovation Outre-mer permet de récompenser les entreprises et les talents qui se sont illustrés dans le domaine de l'innovation. Pour connaître les noms, rompons avec le suspense. Retrouvons tout de suite nos confrères d'ATV Paris. Alors le gagnant est CX Links. En moins d'1 an d'activité, son entreprise est déjà sacrée la plus innovante socialement. Gaël est le fondateur de CX Links, une société d'aéronautique spécialisée dans la gestion des crises par l'utilisation de solutions connectées. Pour cet abymien de 37 ans, ce prix est un gage de sûreté pour l'avenir. Pour moi, ce prix, c'est à la fois une récompense, mais aussi un début de ce qui m'attend et de ce qui attend aussi les équipes qui m'accompagnent au quotidien. J'étais victime enfant de l'ouragan Hugo en 1989 et moi, ce qui m'a marqué, c'est la solidarité des gens. Et je me suis fait une vocation par la suite en arrivant en Europe en 2001. L'autre grande gagnante ce soir, c'est cette originaire de Morne-à-l'Eau. À 33 ans, Joséphine a déjà eu l'expérience de start-up puisque Mozé est sa 3e entreprise. Un parcours bien souvent semé d'embûches. Ça n'a pas toujours été facile parce que souvent les grands groupes font appel à des sociétés qui sont pas en Outre-mer, qui sont régulièrement à Paris ou ailleurs. Et donc il fallait tenir. Comme je dis habituellement, quand on est entrepreneur en Guadeloupe, il faut faire preuve de beaucoup de patience. C'est vraiment une course de fond. Et cette course de fond et de réseau, elle continue dans le plus gros incubateur au monde où se déroule cette cérémonie. Pour l'occasion, tout le gratin de l'univers start-up a fait le déplacement pour voir et soutenir financièrement les nouveaux visages de l'innovation. Le but, c'est de faire connaître l'innovation en Outre-mer à des fonds d'investissement qui étaient dans la salle. Toute la journée, les 18 finalistes ont eu des ateliers, 5 ateliers, 3 fonds d'investissement, un réseau de business angels
Et puis il y a des fonds d'investissement qui sont partenaires de Station F qui ont regardé certains de leurs dossiers. Pour cette 3e édition, 400 personnes ont participé à l'événement. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Les habitants des quartiers prioritaires de Cayenne veulent une ville propre avant les fêtes. Pour ce faire, ils se sont débarrassés de leurs encombrants, de leurs ordures ce matin au cours d'une opération « Je débarrasse mon quartier de ses ordures ». Des bennes ont été mises à leur disposition. Reportage d'ATV Guyane. Les habitants de Pleuhermel débarrassent leur quartier. Ce matin, la ville de Cayenne, en association avec la CACL, ont mis en place des bennes destinées de quartier, leurs meubles, changent les appareils électroménagers. Du coup, on les retrouve un peu partout dans les rues, devant leurs maisons. On s'est dit, en tout cas, Madame le maire a eu la bonne idée de venir avec l'initiative, l'opération « Je débarrasse mon quartier », qui permettrait à la population d'avoir un endroit précis pour déposer les ordures ménagères, les électroménagers et autres. Pour les riverains, le problème vient des habitants venant des autres quartiers et qui déposent leurs déchets. C'est pas nous qui jetons fatra ici comme ça, mais c'est les gens qui sont de l'autre côté, qui viennent jeter fatra, qui viennent tout ça qui est pour jeter, vieux meubles, tout bagaille net, qui viennent jeter à terre des fois, mouka là on pas dire rien. Parce que mon jeter la légion poubelle là qui peut les jeter, les délibérer mais et c'est nous-mêmes qui connaissons qui ça nous café comme vraiment les poubelles là c'est nous les cafés chez mais nous pas connaissons. Ce dispositif collectif et expérimental vise à sensibiliser la population sur le tri des déchets encombrants. Cela ne concerne pas les déchets ménagers qui ont des containers spécifiques. Le problème c'est que comme tout ce qui concerne les déchets, souvent ces carcasses sont enlevées. 5 minutes après, vous revenez, ces carcasses reviennent. Ils sont déposés, on les enlève et on les met sur une plateforme de compostage, enfin traitée par une entreprise qui se trouve sur la route de Dégradé-Cannes. Le service de collecte de porte-à-porte est toujours maintenu. La benne sera mise à disposition dans plusieurs quartiers de la ville de Cayenne jusqu'au 22 décembre. Créée en janvier 2017, la pièce Circuler de José Jarnidier a connu du succès en Guadeloupe, en Martinique et également à Paris. Elle revient ici pour une dernière représentation, la dernière représentation de l'année. José Jarnidier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TV Guadeloupe. J'ai entendu dire que cette pièce, c'était une critique au fait de la société guadeloupéenne. Une critique de la société guadeloupéenne, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça pose énormément de questions sur nous-mêmes. Voilà, alors l'intrigue, c'est un enquêteur, au fait, qui arrive ici pour aider un enquêteur local, pour élucider un crime, et les deux ne s'entendent pas. Alors c'est un peu ça, c'est qu'il y a eu un accident, il y avait un père et un fils. Le père est mort de façon assez grave, et le fils est indemne. On a dépêché. Plusieurs enquêteurs ont essayé de comprendre cet accident, ils ne sont pas arrivés. Et là, on dépêche un autre inspecteur qui vient de métropole, mais qui est des Antilles, et qui vient pour pouvoir essayer d'élucider rapidement cette histoire. Mais en effet, ça ne se passe pas comme ça. Alors, une question un peu plus large, où en est le théâtre guadeloupéen aujourd'hui? Il y a eu quelques temps, il y avait un théâtre avec des auteurs comme Simon Schwarzbart, le théâtre du Cyclone, etc. On a vu tous ces groupes disparaître, il reste Courteligne, et vous qui tenez un peu l'effet de l'ombre, où en est le théâtre aujourd'hui? Non, je crois qu'il y a le théâtre guadeloupéen vit, il y a énormément de comédiens professionnels, ça s'est même plus professionnalisé maintenant, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de pièces qu'avant, et donc il n'y a plus d'auteurs? Il y a des auteurs, notamment celui qui est devant vous. Je ne parlais pas de vous, je disais à part vous. Il y en a d'autres. Il y a un gars comme Franz Soukab qui écrit pour le théâtre maintenant, et il y a des auteurs. Mais je crois que le théâtre, et même il y a énormément d'ateliers, il y a beaucoup d'élèves. Peut-être maintenant il faut qu'ils se constituent en troupe ou peut-être produire plus. On a l'impression qu'il y a plusieurs politiques, mais est-ce qu'il y a une politique théâtrale pour permettre à des œuvres d'émerger et être produites?
vite. Ben, quand on parle politique, bon, on parle de politiciens et peut-être que c'est ce qui... des structures du pays, pas forcément... je veux dire là, c'est que peut-être si il y a une volonté politique qui se met en place, sûrement il y aura une politique théâtrale qui va se mettre en place, une politique culturelle en général. Mais je crois que ça... On peut enseigner véritablement... Voilà, il y a aussi un enseignement du théâtre qui se fait, notamment j'enseigne au lycée Carnot, il y a l'enseignement à Sainte-Anne, il y a des établissements où le théâtre est vraiment vivant et je pense que peut-être que c'est pas assez diffusé pour l'instant, il n'y a peut-être pas suffisamment de création, mais je crois que dans quelques années, on aura vraiment beaucoup de théâtre ici. Alors, quel discours voulez-vous tenir? Quel discours théâtral voulez-vous tenir? Eh bien, ce que... Déjà, il suffit de voir circuler pour voir déjà ce qui se dit dans circuler. Donc, je crois que ça reflète un peu le discours que je veux tenir. Ce discours, c'est le discours, c'est ce que nous sommes. Que sommes-nous? Qu'est-ce que nous représentons au monde? Et j'essaie, par mes petits moyens, de dire ce que je pense sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Eh bien, nous sommes... Selon l'auteur que j'ai devant moi. Eh bien, tout simplement, nous sommes des descendants d'une certaine histoire, mais qui commence à exister réellement dans le monde. Et nous allons dans le monde avec notre force et avec ce que nous sommes, avec notre culture, avec nos mœurs et coutumes. Mais nous existons vraiment et il faut qu'on le dise. Est-ce que vous avez voulu mettre en contradiction deux discours? Un discours de Guadeloupéens qui ont vécu ce qu'on appelle les hexagonaux, qui ont vécu en France métropolitaine, et les Guadeloupéens qu'on appelle les Guadeloupéens traditionnels qui sont restés ici. Est-ce qu'il y a un affrontement discursif? Est-ce qu'il y a un affrontement discursif dans cette pièce? Non, c'est pas du tout mon propos. C'est-à-dire c'est ce qui s'est passé. Il se trouve que celui qui vient interroger, qui vient pour comprendre l'accident, eh bien, il a du mal à comprendre parce qu'aussi il a une certaine distance qui peut être la déracine un peu du pays et il a une certaine difficulté à comprendre le pays en essayant de comprendre l'accident. Il ne comprend pas très bien le pays, mais je ne veux pas mettre en opposition du tout, au contraire. Alors, pour comprendre un petit peu la teneur de cette pièce, je vous propose un reportage qu'ATV Paris avait réalisé avec vous à Paris, juste avant de jouer là-bas et de plaire au public. On regarde ensemble et on revient. Très bien. Bonsoir, est-ce que je peux avoir 10 places, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Charlie est venu avec sa bande d'amis pour découvrir la pièce. Il a grandi à 2 pas de la maison des Gernidiers à Petit-Bourg, alors forcément, il suit les 2 comédiens depuis un certain temps. José, en fait, c'est celui qui a écrit Moun Koubari. Voilà. Joël a joué dans plusieurs pièces que j'ai vues et donc on connaît le jeu de l'acteur. Et puis José a écrit de belles pièces. Donc c'est avec plaisir et puis un peu de curiosité qu'on vient découvrir cette pièce-là, quoi. Pendant ce temps-là, quelques minutes avant que le rideau se lève, c'est les derniers préparatifs. Le début, par exemple, tout simplement. Donc. Et le temps est à l'ultime concentration. Au théâtre, on a une habitude de faire très attention à la seconde. C'est-à-dire quand on a déjà joué la première, et pour ne pas se relâcher. Donc on est très 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 prudent là-dessus. Quand on décide de faire un travail comme ça, c'est pour parler de nous, mais pas qu'à notre communauté, mais parler de nous au monde. Une prudence qui aura porté ses fruits puisqu'après 1h20 de théâtre, la salle est en ovation. J'étais en Guadeloupe avec les répliques, les expressions. J'étais en Guadeloupe. On s'est retrouvés il y a quelques années en arrière, quand on était au pays et qu'on allait à la rivière aux pieds nus avec les amis, on racontait des blagues. Eh bien, c'était ça. Et peu importe qu'on comprenne le créole ou non, ça fait le même effet. J'ai pas tout compris, mais j'ai été portée comme. De toute façon, en poésie, on ne comprend pas tout ce qu'on lit. Et bien là, on est porté. Après Paris, Joël et José Gernidier s'envoleront pour la Guyane du 23 au 29 novembre, puis au Memorial Act en Guadeloupe le 8 décembre. Circulez, il y a beaucoup à voir. Et là, ce sera samedi. Là, ça sera samedi à la salle Robert Loison, à Moule.
Et donc, on était ce week-end au Memorial Act, ça s'est très très bien passé. Les gens ça vous plaît que les gens parlent de vous comme ça, vous transmettez ce genre d'émotion? C'est plaisant pour un auteur, un acteur. Oui, c'est très agréable parce qu'on a beaucoup de retours sur cette pièce. Aussi bien, les gens s'amusent énormément puisque c'est comme d'habitude, je fais rire à travers mes pièces, mais aussi les gens, il y a beaucoup de questions qui sont posées sans, j'ai pas de prétention de vouloir donner de leçons à qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est une pièce qui fait énormément réfléchir, mais c'est une pièce où on s'amuse énormément, donc j'attends vraiment les gens samedi. Alors José, voilà un homme qui nous a fait beaucoup réfléchir aussi, c'est Monseigneur Cabot, qui a tenu l'église depuis 1983, lorsqu'il a été nommé évêque jusqu'à récemment, il a dû démissionner pour des raisons de santé, et il a fêté aujourd'hui ses 85 ans, je vous propose de le retrouver dans ce reportage de Linda Kaersi. 85 ans, je lui ai proposé bien sûr que nous ayons une célébration. Elle devait être dans l'intimité et elle a eu lieu avec une foule de parents, d'amis et de très nombreux prêtres qui sont venus tout simplement lui souhaiter un joyeux anniversaire et donner un message très fort d'ailleurs après la lecture de l'Évangile. Nous avons tous été très touchés de cet anniversaire de Monseigneur Ernest Cabot, 85 ans aujourd'hui. Nous sommes l'Église à Jésus-Christ et nous devons pouvoir vivre l'évangélisation, apporter l'évangile ici et là, ne pas avoir peur de traduire aux autres l'évangile. Le pape François vient de nous donner une lettre extraordinaire, la joie de l'évangile. Ce message ne va pas rester seulement dans le livre, mais dans notre vie. Car avec tout ce qui se passe maintenant en Guadeloupe, on a besoin quand même d'une respiration. Apporter quand même le Seigneur pour embellir la Guadeloupe, non pas pour défigurer la Guadeloupe. Bon anniversaire à Monseigneur Cabot. Je vous emmène dans les rues de Fort-de-France où se déroule l'opération Noël Art. Les artisans ont pris leur quartier et proposent leurs travaux à même la rue. Reportage d'ATV Martinique. L'artisanat en pleine rue. Une surprise pour de nombreux passants ce matin. Bijoux, créations ou encore pâtisseries fines, il y en a pour tous les goûts. L'initiative ne laisse pas indifférent. Ça c'est original, oui. J'espère que ça continuera ainsi. Et ça, ma génération c'était dans la rue, il n'y avait pas de supermarché. Pas dans la rue. Je trouve que c'est à Bobina. Les artisans, eux, y trouvent leur compte. C'est un espace d'expression supplémentaire, peut-être sous sa forme la plus directe. La rue, un lieu où l'art est roi. Le flux de clients potentiels est important. Les exposants en redemandent. Je trouve ça super original et si ça pouvait durer toute l'année, si on pouvait exposer comme ça pendant toute l'année, faire les touristes, les Antillais ou les gens qui viennent d'ailleurs connaître notre travail, ben, je trouve ça super génial, vraiment. Participer à un maximum de manifestations permet donc à Place sur Art de se faire connaître, permet donc au public de le découvrir et d'apprécier nos produits. Noël Art est une première. La manifestation est organisée par le groupement des artisans d'art de la Martinique, la ville de Fort-de-France et la maison d'art 1-9. L'idée est de casser les codes et de créer de nouveaux concepts. Rendre ce type de rendez-vous régulier, que tous les artistes, tous les artisans puissent venir proposer leur travail, le montrer et pas que dans des cadres festifs où on a l'habitude d'avoir des choses, de pouvoir le proposer tout au long de l'année. Parce qu'il y a toujours une bonne raison d'offrir et toujours une bonne raison aussi de se faire plaisir, d'avoir un nouveau tableau chez soi, sachant que chez les artisans, il y a un certain nombre de produits du quotidien, pas que du festif. Noël Art se déroule jusqu'au dimanche 17 décembre. Une quinzaine d'exposants seront présents ce week-end à la rue Garnier-Pagès. Ils n'attendent plus que vous. Notez ces quelques informations, elles pourraient être utiles à votre vie quotidienne. La distribution de l'eau sera encore interrompue demain de 18h à 8h, demain matin sur le Gosier. Et le sang, si vous donnez votre sang, vous avez rendez-vous au Centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30 et lundi 18 également. Si vous avez une information à transmettre à ATV, n'hésitez pas à appeler le 05 90 60 11 11. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous en rappelle les principaux titres.
Muriel Pénicaud était à Basse-Terre ce matin. Elle est venue délivrer un message flatteur pour la Guadeloupe sans engagement réel pour le développement de l'emploi. Demain, elle s'envolera pour Saint-Martin. Les visites ministérielles en ne veut courir aucun risque. Vous avez vu le reportage de la TV Guadeloupe. C'est un gros succès pour le dialogue de sourds. Les négociations n'ont rien donné. Les partis n'ont même pas la même notion sur les heures travaillées. Le blocage demeure complet avec ses conséquences. Les réseaux sociaux recèlent-ils des dangers susceptibles de nuire à la jeunesse? Le lycée professionnel Louis Delgrès de Port-Louis s'est posé la question au cours d'un séminaire organisé par la vie scolaire et suivi par Maurice Dexter et Anne-Elisabeth Hartsen. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous retrouverai lundi et nous faisons un petit clin d'œil à notre consoeur Barbara Olivier, partie convolée en juste noces. Toutes les félicitations d'ATV. Je vous retrouve lundi à 18h50.